Il est assez clair qu'une bonne partie du monde, et une partie croissante à cela, considère non seulement les États-Unis comme dangereux, mais aussi comme peu sérieux. Comment un pays peut-il être sérieux? Comment une nation qui prétend être le leader du monde libre peut-elle être prise au sérieux lorsqu'elle soutient ce qu'Israël fait, lorsqu'elle envisage des frappes de missiles à longue portée sur la Russie via son proxy en Ukraine? Ce que la Russie dit continuellement serait une confrontation directe et mènerait à une guerre directe, ce qui conduirait probablement à une guerre nucléaire. Comment un système de gouvernance pourrait-il être pris au sérieux lorsqu'il fait ces choses? Bonjour à tous, c'est Pascal de Neutrality Studies et aujourd'hui j'ai le grand plaisir de parler à un collègue YouTuber. J'ai avec moi Danny Haiphong, un journaliste indépendant et analyste géopolitique. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous le connaissent, car il, Danny, couvre également de nombreux événements géopolitiques et américains, avec des invités très importants, comme Scott Ritter ou Pepe Escobar, que j'ai vu dans votre émission, entre autres. Danny est l'une des personnes qui fait du bon travail et plonge vraiment en profondeur dans les discussions avec les analystes qu'il reçoit, fournissant lui-même des analyses. Je voulais vraiment lui parler et en savoir plus sur sa vision de la politique mondiale. Danny, bienvenue. Merci beaucoup. C'est bon d'être ici, Pascal. Danny, je me posais beaucoup de questions à votre sujet parce que vous avez également une approche très engagée du journalisme, en particulier en couvrant la Chine, l'Asie et l'Asie-Pacifique. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur votre parcours? Quelle est votre histoire? Et pourquoi avez-vous fini par couvrir autant la politique internationale? Eh bien, pour faire court, je me suis profondément impliqué dans la politique anti-guerre d'un point de vue activiste vers 2011-2012, lorsque l'administration Obama aux États-Unis menait une campagne de bombardement de l'OTAN en Libye et se dirigeait ensuite vers la Syrie. J'ai été très désillusionné à l'âge de 18 ans. J'ai voté pour Barack Obama et je croyais qu'il représentait l'espoir et le changement dont nous avions besoin. Ou même si je ne le croyais pas nécessairement, j'ai été dupé au point de fermer les yeux et de traverser la vie sans prêter attention. Mais comme je l'ai remarqué aux États-Unis, les conditions ne s'amélioraient pas pour les gens. Elles ne s'amélioraient pas pour ma famille. Ils ne s'amélioraient pas pour les gens avec qui j'ai grandi. Les gens de la classe ouvrière continuaient à souffrir, continuaient à voir leurs conditions se détériorer. J'ai également remarqué que les États-Unis accéléraient leur posture de guerre partout. Au fil des années, après les bombardements en Libye, il était assez clair qu'il y avait une continuité dans la politique étrangère des États-Unis qui avait pour objectif principal le démembrement et la destruction des deux puissances montantes à l'Est, la Russie et la Chine. En tant que personne issue d'un milieu produit de la guerre moi-même, où mon père a participé à la guerre du Vietnam, il a été enrôlé. Il a passé 2 ans au Vietnam, 2 années qu'il a détestées et dont il était toujours très en colère. Et le fait que ma mère soit elle-même vietnamienne, bien qu'elle n'ait eu aucun lien avec la guerre et qu'ils ne se soient pas rencontrés là-bas, mais aux États-Unis, et son expérience, bien qu'elle ne l'exprimerait jamais de manière explicite, montre clairement que sa famille a été exposée à l'agent orange. Sachant que la région d'Asie a été sous la menace de l'Empire des États-Unis, je crois que cette nouvelle poussée de la guerre froide, cette volonté de contenir à la fois la Russie et la Chine, m'a vraiment inspiré à essayer de comprendre ce qui se passe exactement ici à ce moment historique particulier. Parce que lorsque mes parents subissaient la colère de la machine de guerre américaine au Vietnam, c'était une période
où les États-Unis étaient l'hégémon incontesté. Nous sommes maintenant entrés dans une période, et c'est ce que j'ai commencé à comprendre, où les États-Unis perdent réellement leur emprise sur le pouvoir hégémonique, sur l'hégémonie. C'est pourquoi la Chine et la Russie se retrouvent maintenant dans le collimateur de la machine de guerre. Les enjeux de cela sont incroyablement élevés. Nous le voyons en Ukraine, dans la région Asie-Pacifique et en Asie de l'Ouest. Dans tous ces points de tension, il y a un potentiel de confrontation entre grandes puissances. Comme le document de la stratégie de sécurité nationale des États-Unis, pour le paraphraser, mentionne une compétition entre grandes puissances, nous sommes vraiment au bord d'une confrontation entre grandes puissances, comme nous n'en avons jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Avec tout cela dit, le niveau de destruction que nous voyons dans le monde aujourd'hui pourrait empirer encore davantage. Et cela a vraiment été le cas au cours de la dernière décennie environ, depuis 2014, depuis que la Chine a lancé son initiative de la ceinture et de la route, depuis le coup d'État en Ukraine, depuis que les États-Unis ont décidé d'occuper un tiers de la Syrie. Je pourrais continuer encore et encore. Toutes ces guerres, conflits, coups d'État et politiques militaires et étrangères dévastatrices des États-Unis ont suscité en moi le besoin profond de diffuser un message de paix et aussi de compréhension. Parce que l'une des façons dont l'élite des États-Unis, les néoconservateurs, l'establishment de la politique étrangère, peu importe comment nous voulons les appeler, fabrique le consentement, est en semant une profonde incompréhension de la politique mondiale. Et la forme principale de cela est une profonde incompréhension des parties du monde, des nations et des peuples qui sont les cibles de l'Empire, qui sont ceux qui font face à la colère d'un empire qui veut s'étendre et maintenir son emprise sur la domination mondiale. Et donc, mon espoir à travers le travail que je fais n'est pas seulement d'aider les gens à comprendre pourquoi les États-Unis sont si engagés dans une guerre à plein régime en Ukraine, ou pourquoi les États-Unis sont si déterminés à militariser l'Asie-Pacifique contre la Chine, mais aussi d'aider les gens à comprendre la Chine et la Russie et le monde multipolaire qui émerge. Parce que si nous ne comprenons pas ces pays, si nous ne comprenons pas ce que leur peuple, leur gouvernement et leurs institutions essaient de construire, alors nous ne pouvons vraiment pas tracer un chemin vers la paix. Il est très facile aux États-Unis, qui sont sans doute le pays le plus égoïste et narcissique de l'histoire humaine, de suivre la voie de considérer comment tout type de développement, même la paix, pourrait simplement bénéficier aux États-Unis. Mais rétrospectivement, nous devons nous voir comme faisant partie d'une communauté mondiale, comme faisant partie de ce monde multipolaire en tant qu'égaux. Quand j'étais en Chine en juillet 2023, j'ai parlé avec le frère de l'ancien ministre des Affaires étrangères de Chine, Yang Jiechi. Il s'appelle Yang Jemian. Et il m'a dit que les États-Unis doivent être juste un autre pays. Et je crois que les Américains doivent être juste un autre peuple. Et que les États-Unis doivent être juste un autre pays. Ils doivent se comporter et opérer dans le monde comme un égal à tous les autres. Mais nous ne pouvons pas y arriver, à moins de vraiment comprendre les aspects de l'histoire dont nous n'entendons pas seulement parler, mais qui sont constamment diabolisés. Ces partis considérés comme des adversaires, le côté russe, le côté chinois, le côté iranien, entraînent également des conséquences, car nous assistons maintenant à une répression massive de l'information, jugée comme de la propagande russe, iranienne, chinoise. Nous voyons Hillary Clinton, la candidate présidentielle totalement impopulaire et échouée de 2016 et 2008, cette archi-néoconservatrice et faucon de l'establishment, parler de la nécessité d'emprisonner les gens pour avoir diffusé des informations erronées qui s'alignent sur la ligne russe.
Nous avons vu cela se produire réellement, avec la maison de Scott Ritter perquisitionnée par le FBI. Vous avez le cas des 3 Uhuru en Floride, condamnés pour complot en vue d'agir en tant qu'agents étrangers. Toutes ces tentatives de faire taire les critiques de la politique étrangère des États-Unis reposent profondément sur ce malentendu que nous avons aux États-Unis concernant le monde. Et c'est donc ma mission vraiment d'approfondir la compréhension des gens. Ce n'est pas tant que je puisse être d'accord et m'aligner avec les politiques étrangères russes et chinoises. Ce n'est pas simplement pour dire que je suis d'accord avec ces politiques étrangères, mais c'est pour amener les gens à comprendre pourquoi ces politiques étrangères sont différentes et comment elles se rapportent à ce monde en profonde mutation avec lequel nous interagissons et que nous observons actuellement. Je ne pense pas pour moi qu'il y ait quelque chose de plus important parce que je pense que tout le reste découle de cela. Même aujourd'hui. Oui. Oui. The improvement of people's lives in the United States, even all these kind of niche issues that have catastrophic consequences like what's happening to the natural environment in the world, all of it, right? You really can't address without a fundamental change in world politics. Oui, vous savez, on peut le dire comme ça. La paix n'est pas tout, mais tout n'est rien sans elle. Parce que je veux dire, si vous vous bombardez mutuellement jusqu'à la destruction, il n'y a pas grand-chose que vous puissiez faire pour l'environnement, par exemple. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. L'un des problèmes fondamentaux que nous avons, et pourquoi la machine de guerre est capable de produire continuellement plus de guerres, c'est qu'elle est capable de capturer des populations entières. Et l'imagination et la compréhension des populations de ce qui se passe dans les affaires mondiales. Et beaucoup de cela est construit autour de récits très stupides, vraiment juste stupides. Et cela devient aussi stupide que le bien contre le mal, n'est-ce pas? Quiconque n'est pas de notre côté est maléfique et inspiré par le mal. Et parce que nous sommes bons, nous devons aller les bombarder et libérer les populations locales, au point où George Bush Jr. a été surpris que les Irakiens ne l'aient pas accueilli en agitant des drapeaux. Mais cela mis à part, le problème que nous avons dans cet espace d'information est que le récit lui-même est assez résistant aux faits. Vous pouvez y opposer autant de faits que vous voulez, et il disparaît simplement, et les gens appellent alors cela des points de discussion russes. À un moment donné, j'aimerais que Vladimir Poutine se tienne devant la caméra et dise que 2 + 2 font 4, ce qui ferait de tous nos modèles mathématiques de la propagande poutinienne, et il faudrait les rejeter. Comment vous expliquez-vous que les récits, surtout ceux créés par les néoconservateurs, et ainsi de suite, soient si puissants? Est-ce simplement le pouvoir des médias? Ou y a-t-il d'autres mécanismes en jeu pour vendre cette version stupide de la réalité que nous essayons de corriger? Cela va certainement au-delà des médias grand public occidentaux. Les médias grand public occidentaux jouent un rôle énorme, et cela ne peut être sous-estimé, même si vous avez cette dichotomie intéressante, où l'opinion publique envers la Russie, la Chine, l'Iran, la RPDC, ou tout pays constamment en désaccord avec la politique étrangère des États-Unis, connaît généralement une forte baisse de popularité aux États-Unis et dans l'ensemble de l'Occident collectif. Cela signifie que la plupart de ces pays sont perçus très, très défavorablement. Nous avons vu cela, surtout avec la Chine, augmenter de manière spectaculaire au cours des 8 dernières années environ. Vous avez également cette dynamique où les gens aux États-Unis se méfient de plus en plus des médias grand public occidentaux chaque année qui passe, au point que c'est l'une des institutions les moins dignes de confiance pour les Américains. Vous avez donc cette dichotomie intéressante où la confiance dans les médias grand public occidentaux diminue,
mais les récits qu'ils promeuvent restent efficaces dans le domaine de la politique étrangère. Nous devons nous demander pourquoi. Que les gens allument leurs applications de streaming, regardent leurs émissions préférées, lisent le New York Times ou suivent le cycle d'information en continu avec l'un des 5 ou 6 grands monopoles médiatiques promouvant les points de discussion de la politique étrangère néoconservatrice. Il y a beaucoup plus que cela. Beaucoup de ces aspects sont moins pris en compte. Nous devons examiner la position réelle dans laquelle les États-Unis se sont trouvés historiquement et comment cela s'est développé. Il n'y a vraiment jamais eu de moment dans l'histoire des États-Unis où ceux-ci se sont perçus en dehors du cadre de l'Empire. Vous aviez Thomas Jefferson, très tôt dans la formation des États-Unis, disant que les États-Unis devaient être un empire de la liberté, signifiant qu'ils devaient étendre leurs ailes partout dans le monde et donner la liberté à tout le monde. Ensuite, vous avez eu cette politique étrangère mise en œuvre, notamment au début avec l'expansion vers l'ouest sur le continent nord-américain, mais aussi avec l'expansion vers le sud à travers l'Amérique latine et l'Amérique du Sud. À travers la doctrine Monroe, c'était vraiment le début de la politique étrangère des États-Unis et de l'Empire américain. Et donc cela a continué et a atteint un sommet pendant la période juste après la Seconde Guerre mondiale, où les États-Unis ont intentionnellement manœuvré pendant ce conflit incroyablement destructeur et se sont positionnés au sommet du statut hégémonique, devenant la superpuissance économique mondiale et la superpuissance militaire simultanément, alors que l'Europe était déchirée. Et bien sûr, l'Union soviétique et les Chinois faisaient la plupart des sacrifices et des libérations. Ce sont eux qui ont vaincu le Japon et l'Allemagne nazie. Ce sont eux qui ont fait les plus grands sacrifices. Si vous voyagez un jour en Russie, je ne suis jamais allé en Russie, mais je suis allé plusieurs fois en Chine. Et vous savez à quel point le sacrifice a été incroyable pour le peuple chinois. Près de 20 millions de personnes, et l'Union soviétique a perdu près de 30 millions de personnes qui ont été tuées pour libérer le monde du fascisme. Les États-Unis se sont arrangés pour ne pas subir ces pertes et aussi pour ne pas faire autant de combats sur ce front. Leur puissance militaire et économique est due à cette approche. Après cela, les États-Unis ont dépensé une excessive de ressources mouvoir pour ce premier le plus exceptionnel ayant jamais existé à un moment particulier de l'histoire. Cela avait toujours été le cas, mais maintenant cela se faisait en tant que superpuissance et diffusait ce message dans le monde entier, envoyant des messages très intenses de nombreuses manières différentes, pas seulement par la propagande, pas seulement pendant la guerre froide. Quiconque s'affiliait ou ressemblait ou parlait comme un communiste, il y avait beaucoup de personnes qui n'étaient pas du tout communistes, faisait partie de ce qui est maintenant connu comme la chasse aux sorcières macarthiste durant cette période. Il y avait une intense propagande à travers les médias, ainsi que par des politiques très strictes. Des politiques strictes dans les syndicats, par exemple. De nombreux syndicats obligent encore les gens à signer des cartes disant qu'ils ne rejoindront pas le syndicat. Le Parti communiste des États-Unis, qui n'est vraiment plus grand-chose aujourd'hui, était un message envoyé aux travailleurs indiquant qu'il y aurait des sanctions. Vous ne bénéficieriez pas des avantages syndicaux si vous ne signez pas ces cartes. Ensuite, bien sûr, il y a eu la répression intense qui allait bien au-delà des simples auditions du SHUAC que beaucoup de gens connaissent, où des personnes étaient accusées d'être des espions pour l'Union soviétique ou de travailler pour la Chine. C'est beaucoup plus profond que cela. Il y a eu des campagnes intenses pour faire taire quiconque critiquait la position des États-Unis en tant qu'empire. Des personnes comme Paul Robeson et W.E.B. Du Bois ont littéralement été soit exilées
soit ont vu leur carrière ruinée pour les faire taire. Et vous aviez aussi des personnes exécutées pour ces crimes. Donc cet intense anticommunisme, et en réalité ce qu'il était, c'était une guerre contre le mouvement pour l'indépendance dans le monde entier. Cela a eu un impact énorme sur la conscience économique des États-Unis et sur la façon dont les gens aux États-Unis se perçoivent. À ce jour, les gens aux États-Unis se voient, peu importe à quel point leurs conditions se détériorent, comme étant meilleures que partout ailleurs. Partout ailleurs où l'on tente de développer un système différent et peut-être de sortir de conditions misérables que les occupants et envahisseurs occidentaux étrangers et même américains leur ont imposées, on leur dit qu'ils sont mauvais. Non seulement ils sont mauvais, mais ils sont aussi maléfiques. Ils sont étranges, n'est-ce pas? La RPDC, le royaume ermite, n'est-ce pas? On l'appelle la Chine avec ses, vous savez, elle a, vous savez, des espions partout. Leur score de crédit social, la Russie est ce cauchemar dystopique où elle est dirigée par une seule personne, Poutine. Comme vous l'avez dit, il y a ces récits stupides, mais ces récits viennent d'un sentiment d'exceptionnalisme. Cette idée que les États-Unis sont et seront toujours la superpuissance dominante. Quand cela s'est produit, à partir de 1945, les États-Unis ont fait tout leur possible, politiquement, économiquement, militairement, et en termes de guerre de l'information, pour s'assurer que les gens croient cela d'eux-mêmes, au point où les personnes qui luttaient peut-être pour de meilleurs droits humains, droits civils, droits politiques, droits économiques, devaient se battre entre elles et contester entre elles ce débat, n'est-ce pas? Ce débat sur ce récit concernant le reste du monde, car ce qui inquiète vraiment les États-Unis, je devrais dire l'élite américaine, l'élite dirigeante, l'establishment de la politique étrangère, ce n'est pas seulement de savoir si la Russie, la Chine ou tout autre pays dans le monde va devenir plus indépendant, plus souverain, et peut-être construire un ordre alternatif. Ils s'inquiètent des gens aux États-Unis, des gens dans l'Occident collectif, qui se demandent ce qu'ils pourraient faire. C'était en fait l'une des plus grandes raisons pour lesquelles l'âge d'or du capitalisme américain a eu lieu. Ce n'était pas seulement parce que les travailleurs faisaient grève en masse, cela en faisait certainement partie. Mais c'était aussi parce qu'il y avait une grande peur que l'Union soviétique fasse des choses comme donner des soins de santé aux gens et éduquer les gens, offrir ces choses gratuitement, n'est-ce pas? Et qu'il y avait cette campagne massive d'industrialisation et que la qualité de vie progressait à un rythme effréné. Peut-être, juste peut-être, que les gens voudraient encore plus que ce qu'ils recevaient, les miettes qu'ils recevaient de leurs employeurs, qu'ils voudraient peut-être plus de pouvoir pour déterminer à quoi ressemblait la vie aux États-Unis et ce que la vie devrait être et quel genre de vie sont réellement dignes. C'était vraiment la peur, n'est-ce pas? La peur était qu'il y ait une adoption généralisée de politiques plus humanitaires et, oserais-je dire, socialistes, ce qui rendait vraiment important de s'assurer qu'il y ait toujours ce grand fossé au sein des sociétés américaines et occidentales, que les gens se demandent toujours eh bien, si nous sommes plus comme les Chinois et plus comme les Russes, alors c'est mauvais, et nous devons faire le contraire. Eh bien, le contraire tend à être un suicide politique et économique. Mais c'est le but, n'est-ce pas? Le but est de pousser les gens à adopter des politiques très réactionnaires, très contre-productives. Et donc aujourd'hui, nous avons une situation similaire où la Chine, la Russie, l'Iran et de nombreux autres pays mènent la voie en développant un nouveau système indépendant de la finance et du militarisme américain. On nous dit constamment que ce chemin est destructeur, que ce chemin est en fait celui d'un empire en soi, n'est-ce pas? La Chine construit un empire. La Russie veut prendre le contrôle de l'Europe.
L'Iran veut simplement renforcer tous ses mandataires et régner sur la région, et vous savez, détruire complètement la démocratie. C'est ainsi qu'ils en parlent, parce qu'ils ne veulent pas que les gens dans l'Occident collectif et aux États-Unis se demandent, eh bien, devrions-nous nous comporter ainsi dans le monde? Should we be behaving like this around the world? And if we're not behaving like this around the world, well, what Et si nous ne nous comportons pas ainsi dans le monde, eh bien, quel genre de monde voulons-nous? Et devinez quoi? La Chine, la Russie, ces pays, ils ont des idées sur ce à quoi le monde devrait ressembler. Beaucoup d'entre elles se trouvent en fait dans la Charte des Nations Unies, donc nous pourrions tous trouver ces idées. Mais il y a une crainte que peut-être, surtout avec le génocide qui se déroule à Gaza, surtout avec cette guerre sans fin en Ukraine qui pourrait devenir nucléaire, de plus en plus de gens vont se demander, eh bien, dans quel genre de monde voulons-nous réellement vivre quand le monde dans lequel nous vivons actuellement est si chargé de risques et de conflits, et potentiellement de conflits nucléaires pouvant éliminer l'humanité. Dans quelle mesure s'agit-il de projection? Il y a beaucoup de peur concernant l'extérieur, le monde, la Chine qui prend le dessus, la Russie qui prend le dessus, et ces choses qui viennent pour nous. Nous devons nous défendre. Nous devons tenir la ligne au Vietnam, n'est-ce pas? C'était littéralement toute la logique, la théorie des dominos. Nous devons la tenir là-bas, ou nous devons être en mer de Chine méridionale maintenant. Dans quelle mesure cela est-il une projection? Parce qu'il est assez clair pour ces élites que c'est exactement ce qu'elles font aux autres. En effet, je veux dire, elles mènent ces opérations de changement de régime. D'accord. Ils encouragent les révolutions de couleur. Ils essayent de renverser des gouvernements, puis vice-versa. Ce sont les gens qui crient le plus fort. Ils essayent de nous influencer. Ils s'ingèrent. Et nous avons cela dans plusieurs domaines, je veux dire. Aussi dans le domaine militaire. Les États-Unis ne cessent de dire que nous ne pouvons pas permettre à la Chine d'avoir une marine en haute mer, parce que nous avons une marine en haute mer et que nous sommes devant leurs côtes. Alors les États-Unis projettent-ils réellement leurs propres actions sur celles des autres? Ou du moins, les projettent-ils à des fins politiques? Certainement. Et il le faut. Je veux dire, il le faut parce que sinon, toute la base de la militarisation à laquelle vous faites référence, les guerres auxquelles vous faites référence, sont complètement absurdes. Elles n'ont aucun sens, à moins que la Chine ne soit vraiment un agresseur, n'est-ce pas? À moins qu'elle ne construise vraiment une armée massive pour confronter et prendre le contrôle de Taïwan. Ce genre de choses. À moins que la Russie ne développe son complexe militaro-industriel au point de pouvoir prendre le contrôle du reste de l'Europe de l'Est et reconstruire l'Empire russe d'avant l'époque soviétique. Comme, à moins que vous ne puissiez promouvoir ce récit, alors pourquoi faites-vous ce que vous faites? C'est la grande question. Pourquoi les États-Unis font-ils ce qu'ils font? Pourquoi l'OTAN fait-elle ce qu'elle fait? Eh bien, vous ne pouvez pas simplement dire pour la démocratie, n'est-ce pas? Parce que personne ne sait vraiment ce que cela signifie. C'est quelque chose qui a été promu depuis des décennies et des décennies maintenant. Et cela devient de moins en moins convaincant au fil du temps. Donc il doit y avoir une menace, n'est-ce pas? Il doit y avoir cette idée qu'il y a une menace. Et c'est la contradiction de l'exceptionnalisme américain, parce que les États-Unis, en tant qu'empire, se sont promus comme un empire de la liberté. Comme Thomas Jefferson, un empire de la démocratie, un empire bienveillant, un empire qui est bon pour le monde. Parce que quand vous entendez Anthony Blinken, je le dis tout le temps, le monde a besoin que les États-Unis soient le leader de cet ordre basé sur des règles, parce que les États-Unis sont ceux qui maintiennent la stabilité, bla bla bla. Toutes ces absurdités. C'est complètement et totalement des conneries. Ce ne sont que les pires mensonges.
Mais cela doit aussi exister avec une menace à cela. Parce que sans cette menace, les gens pourraient commencer à remettre en question la légitimité de vos affirmations sur vous-même. Donc beaucoup de cette projection, beaucoup de cette diabolisation du reste du monde, qui est peut-être en concurrence avec les États-Unis ou dans l'Occident collectif, ou peut-être même simplement en train de tracer un chemin différent, qu'ils se soucient de la concurrence ou non. Je ne pense vraiment pas, par exemple, que le Venezuela soit vraiment... Je ne pense pas que le PSUV ou Nicolas Maduro se soucie de rivaliser avec les États-Unis. Ils sont dans une situation économique vraiment désastreuse. Ils essaient simplement de sortir des sanctions et de trouver comment ne pas être aussi pauvres qu'ils ont été forcés de l'être à cause des sanctions américaines. Et même la Chine bien sûr aimerait rivaliser avec les États-Unis dans le domaine de la technologie et de tous ces biens à forte valeur ajoutée, l'industrialisation et la transition vers cette 4e révolution industrielle. Tout cela, elle veut être avancée. Mais en même temps, elle ne base pas sa trajectoire politico-économique sur le sort des États-Unis. Les États-Unis peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent rivaliser. Cela peut progresser ou régresser. Mais la Chine va continuer à faire ce qu'elle fait. Donc ce mal dont on nous parle à propos de la Chine, de la Russie, de l'Iran et du monde multipolaire, c'est vraiment pour créer ce récit qui peut justifier ces politiques imprudentes de démembrement, de guerre et de confinement, tout en incitant les gens de l'Occident collectif, aux États-Unis, à détourner le regard des contradictions internes de leur propre société. Parce que si vous vous présentez simplement comme une démocratie qui fait le bien dans le monde entier, les gens pourraient se poser la question, eh bien, comment faites-vous cela? People might ask the question, well, how are you doing that? But they'll ask that question less if they truly believe that there is... Mais ils poseront moins cette question s'ils croient vraiment qu'il existe quelque chose de plus menaçant pour leur existence que la politique de leur gouvernement, la politique étrangère de leur gouvernement. Et c'est pourquoi il est si important que ces récits ne justifient pas seulement la politique étrangère des États-Unis et celle de ses vassaux occidentaux collectifs, mais aussi que les gens soient convaincus qu'il existe ce genre de contraste noir et blanc entre les États-Unis en tant qu'État exceptionnel et ses adversaires qui sont vus comme cet axe du mal. C'est vraiment pourquoi il y a toute cette projection qui se produit entre eux. Je suis juste tellement fasciné que globalement, peu importe ce que nous pensons de la politique étrangère des États-Unis et de ce que font les États-Unis, le fait qu'ils soient capables de faire cela est assez incroyable, bien que pas surprenant. Je n'en suis pas fan, mais c'est incroyable que ce soit possible de le faire. I'm not a fan of it, but it's amazing that it's possible to do that. Because if you think about it, in the Vietnam War, America still had to fight its own proxy war, right? Your dad was there, boot on the ground, right? They don't need to do that with Ukraine anymore. So they figured out to fight a proxy war completely without their own soldiers, while the other side has to conscript their own people. At the same time, you have En même temps, vous avez des contradictions flagrantes, comme cette idée de liberté et de démocratie pour tout le monde, et de paradis sur Terre, alors que les États-Unis sont une société très inégale, et qu'un grand nombre de personnes vivent sous le seuil de pauvreté. Vous avez ce problème. Vous avez la question, une autre contradiction, qu'il y a de l'argent infini pour l'Ukraine, de l'argent infini pour la guerre, de l'argent infini pour les armes, et il n'y a jamais d'argent pour réparer les ponts ou pour les prestations sociales à l'intérieur des États-Unis. Et d'une manière ou d'une autre, cela fonctionne toujours. Et même en politique étrangère, vous avez des moments qui me laissent perplexe, comme en 2023, lorsque Joe Biden était si ravi de serrer la main des Vietnamiens et de dire « Comme nous sommes maintenant des alliés stratégiques avec les Vietnamiens ». Et il dit, c'est le Nord-Vietnam.
C'est littéralement le régime avec lequel vous avez mené une guerre sanglante, il y a environ 50 ans. Et maintenant, vous leur serrez la main. Le gars qui serrait la main de l'autre côté était littéralement dans les tranchées contre les Américains. Mais les Vietnamiens sont assez intelligents pour jouer avec tout le monde. Et bien sûr, le Vietnam est toujours un régime communiste. En fait, un régime communiste similaire à celui de la Chine. Et là, ça n'a pas d'importance. Le récit est capable de complètement et totalement ignorer ces contradictions flagrantes. Comment pensez-vous que le récit est capable de faire cela et de le vendre au peuple? Eh bien, si vous regardez simplement quelque chose comme ce qui se passe en Asie de l'Ouest et à Gaza, vous pouvez voir que même lorsque le peuple des États-Unis est en colère, car il y a une rage massive ici à ce sujet, les gens sont mécontents. La majorité des gens aux États-Unis sont en fait mécontents de la politique étrangère américaine en Asie de l'Ouest et à Gaza. La plupart des gens la considèrent comme complètement complice et fondamentalement impliquée dans ce qui est peut-être le génocide le plus ouvertement visible et largement consommé par les médias que nous ayons jamais vus. Donc, cela en soi est intéressant parce que cette rage, même juste les manifestations, n'est-ce pas? Il y a eu d'énormes manifestations partout aux États-Unis et aussi dans tout l'Occident. Pourtant, cela ne change rien. Les États-Unis n'ont pas modifié leur comportement et les politiciens américains n'ont pas changé leur comportement. L'establishment de la politique étrangère américaine n'a même pas envisagé d'arrêter potentiellement ce comportement. Et cette dynamique, je crois, est fondamentalement la raison pour laquelle cela peut continuer à se produire. Pourquoi les États-Unis peuvent faire ce qu'ils font? Ils peuvent être aussi hypocrites, vraiment une plaisanterie aux yeux du monde maintenant. Il est assez clair qu'une bonne partie du monde et une partie croissante du monde considèrent non seulement les États-Unis comme dangereux, mais les voient aussi comme pas sérieux. Comment un pays peut-il être sérieux? Comment une nation qui se dit leader du monde libre peut-elle être prise au sérieux lorsqu'elle soutient ce que fait Israël, lorsqu'elle envisage des frappes de missiles à longue portée sur la Russie via son proxy en Ukraine, ce que la Russie affirme continuellement être une confrontation directe et mener à une guerre directe, qui conduirait probablement à une guerre nucléaire. Comment un système de gouvernance pourrait-il être pris au sérieux lorsqu'il fait ces choses? Néanmoins, il peut continuer à faire ces choses, parce que d'une part, vous avez une situation mondiale qui est encore en train de se définir. Vous avez un ordre multipolaire qui est encore en développement, en émergence, et qui n'est pas encore au point où il peut nécessairement se détacher complètement de l'ordre économique et politique mondial que les États-Unis ont essentiellement, je ne dirais pas construit, mais essentiellement dominé. Car cet ordre est le fruit de siècles d'impérialisme et de colonialisme occidentaux. Mais néanmoins, cela le domine, et il est difficile de s'en détacher. D'un autre côté, vous avez une situation où les gens dans l'Occident collectif, et les États-Unis en particulier, ne sont pas encore au point où ils ont décidé que cette contradiction entre ce qu'ils veulent et ce que leur gouvernement fait est suffisante pour qu'ils changent cette situation. Il y a certainement des personnes qui en sont là, et je pense que ce qui s'est passé à Gaza et aussi en Ukraine a poussé beaucoup de gens à vouloir voir un changement fondamental. Mais il n'y a pas de mouvement politique clair et articulé qui soit assez puissant pour dire « Oh, c'est comme ça que cela devrait être fait », n'est-ce pas? Et c'est pourquoi vous avez toutes sortes de cas où beaucoup d'énergie peut être dépensée dans une campagne de Trump ou de Bernie Sanders ou dans un mouvement de protestation. Mais cela ne mène généralement à aucun changement, parce que l'establishment américain peut le regarder et dire « Eh bien, Trump va de toute façon travailler pour nous ».
eh bien, nous pouvons décapiter Bernie Sanders. Il n'est pas vraiment si courageux de toute façon. Et tous ces mouvements de protestation, ils ne réclament pas vraiment quelque chose de fondamental ou de spécifique, et ils ne travaillent pas vraiment pour cela, parce qu'ils ne sont tout simplement pas à ce stade. Donc cette contradiction est celle avec laquelle les Américains, et je pense que les gens en Occident fondamentalement, parce que je pense que c'est une dynamique de plus en plus vraie en Occident, vont devoir composer cette contradiction entre ce qu'ils veulent fondamentalement et ce que leurs gouvernements font. D'un autre côté, cependant, je pense que sur une note positive, nous voyons que la situation mondiale, bien qu'elle soit encore très instable, montre que des moments comme les guerres et les conflits, tels que ceux en Ukraine et à Gaza, peuvent accélérer rapidement le développement de quelque chose qui, les années précédentes, aurait été considéré comme un processus de plusieurs décennies. Maintenant, nous assistons à l'émergence et à la solidification d'un monde multipolaire qui pourrait potentiellement être un processus de plusieurs années, n'est-ce pas? S'étendant sur plusieurs années. Mais avant 2022, quelque chose comme les BRICS, quelque chose comme la multipolarité, était perçu comme, eh bien, c'est du long terme. Peut-être que ce sera fondamentalement réalisable lorsque la Chine deviendra la plus grande économie en termes de PIB en 2040 ou 2050, vous savez. Mais maintenant, nous parlons de, eh bien, c'est 2024, et qui sait où nous serons en 2030, n'est-ce pas? Dans 6 ans, quel sera l'état de l'Empire américain? Quel sera l'état de cet ordre prétendument fondé sur des règles? C'est très précaire et semé d'embûches. La raison en est que franchir cette ligne rouge en Ukraine, permettre la dévastation et le génocide à Gaza, et les soutenir fondamentalement, tout cela a conduit, rien que ces 2 points de tension ont conduit, à des changements sismiques dans le monde entier, qui sont désormais inarrêtables. Vous ne pouvez pas les faire reculer, n'est-ce pas? L'axe de la résistance va seulement continuer. Il n'y a pas de temps de paix pour Israël, les États-Unis et l'Asie de l'Ouest. Il n'y a pas de paix sociale ou de stabilité. Vous ne verrez plus jamais cela. Je ne pense pas qu'il y aura un moment où vous pourrez dire, eh bien, Israël et le Hezbollah, Israël et l'Iran, Israël et la résistance, ils ne se battent plus. Je ne vois pas cela. Je ne vois pas cela changer tant qu'il n'y a pas quelque chose qui détermine ce changement, comme si l'un d'eux allait être vaincu. Et il semble que ce sera le côté israélien. D'un autre côté, en Ukraine, il n'y a aucun espoir d'un accord de paix, parce que l'Ukraine est absolument existentielle pour cette politique étrangère plus large, visant à s'assurer qu'il n'y a pas de puissance capable de rivaliser avec les États-Unis. Étant donné cela, non seulement nous ne verrons pas la paix, mais vous ne pouvez pas annuler ce que ce conflit a engendré, à savoir non seulement l'accélération de la multipolarité, mais aussi la défaite de l'OTAN. Quoi qu'elle fasse, l'OTAN va perdre. Elle continue d'escalader en Ukraine. Plus d'Ukrainiens mourront. Ils ne perdront pas seulement le territoire qu'ils ont déjà perdu, mais ils perdront de plus en plus à tous les niveaux. S'ils se retirent, c'est juste, qu'est-ce que c'est? C'est la défaite. Il n'y a donc vraiment plus de victoire dans aucun de ces conflits. Et je pense que c'est là qu'il peut y avoir quelque chose de positif qui émerge de ce moment historique, où nous ne pouvons pas nécessairement prédire à quelle vitesse un monde multipolaire sera solidifié. Mais nous savons qu'à tout moment, la politique étrangère dirigée par les États-Unis l'accélérera de manière spectaculaire. Et bien que cela s'accompagne généralement de nombreux problèmes et enjeux, par exemple, comme nous avons dû être témoins du déplacement massif, du démembrement et du génocide du peuple palestinien, cela ouvre également de nouveaux horizons pour que les gens non seulement résistent, mais aussi construisent quelque chose de mieux.
Et je pense que c'est ce que nous voyons dans le monde entier en ce moment. Nous voyons des pays et des gens essayer de construire quelque chose de mieux que ce qui existe actuellement. Le risque, bien sûr, et peut-être devrions-nous terminer avec celui-ci, est que si vous ne pouvez pas le faire reculer, vous l'aplatissez. Et c'est le danger que je vois, qui est comme, d'accord, si nous ne pouvons pas le faire reculer, alors une stratégie de Samson mondial, tout brûler, ou aller jusqu'au bout et avoir une troisième guerre mondiale, peut-être même nucléaire. À quel point avez-vous peur que certains décideurs aux États-Unis, peut-être y compris Israël, prennent la décision du tout ou rien? Et si c'est rien pour tout le monde. À quel point pensez-vous que ces chances sont élevées? Eh bien, c'est difficile à mesurer à cause de ce facteur d'imprévisibilité. Mais en même temps, je pense qu'il y a en fait deux réponses à cela. D'une part, à ce moment précis, c'est à la fois élevé et bas. C'est élevé dans le sens où l'Empire est très désespéré. Les États-Unis, en tant qu'empire, sont très désespérés. Il y a des sections importantes de décideurs, d'élites, qui ne veulent pas voir le moindre semblant de son hégémonie et de leur hégémonie reculer. Et donc, ils sont prêts à tout. Vous avez des gens comme Alex Karp de la société Palantir qui écrivent des éditoriaux sur une guerre sur 3 fronts qui serait non seulement nécessaire, mais carrément bonne. C'est un type dont la société est responsable de fournir le GPS à Israël pour cibler les civils palestiniens. Donc vous avez des gens comme ça. En effet, ces forces puissantes qui possèdent de grandes entreprises ont tendance à être principalement dans le secteur de la défense, le complexe militaro-industriel, et elles se frottent sûrement les mains à l'idée des profits qui peuvent être réalisés en se préparant à la guerre avec la Russie, la Chine et l'Iran. C'est effectivement le cas. D'un autre côté, vous l'avez bien articulé, si les États-Unis ne peuvent pas gagner, alors personne ne gagnera. Tout le monde meurt. Essentiellement, tout le monde coule avec le navire. Et cela signifie que tout le navire, la planète, la capacité de la vie humaine à y vivre est éradiquée. Cela signifie que vous ne pouvez pas avoir ce système de profit d'empire qui dépend de quelques personnes exploitant et détruisant la vie de beaucoup. Cela n'existe plus. Et donc avec cela, vous verrez, et je pense que c'est pourquoi nous voyons ce frottement. Cela ressemble presque à des plaques tectoniques se frottant les unes contre les autres. Vous avez cette contradiction en jeu, ces deux forces opposées, où vous avez d'une part ce besoin désespéré d'accélérer ce processus d'arrêt de la Chine, d'arrêt de la Russie, parce que si vous ne les arrêtez pas, alors il y a le même, n'est-ce pas? Vous voyez sur les réseaux sociaux comme Chad Xi Jinping, et c'est comme ne rien faire et gagner, n'est-ce pas? Comme cela arrivera. La Chine s'élèvera, la Chine deviendra la plus grande économie, la Chine deviendra, et est déjà de nombreuses manières, la puissance technologique du monde, le centre de l'innovation, et aussi le centre de la multipolarité. Et la Russie pourra également se développer selon sa propre voie vers ses objectifs, si elle est laissée à elle-même. Comme cela arrivera tout simplement. Et donc vous avez ces plaques tectoniques qui se frottent les unes contre les autres, menant à cette situation très désordonnée et que beaucoup de gens disent non stratégique. Beaucoup de gens, beaucoup d'analystes géopolitiques en parlent. Ce n'est pas stratégique. Eh bien, cela peut sembler non stratégique et être définitivement présenté comme non stratégique parce qu'il est difficile de concevoir une stratégie quand d'une part, vous devez aller à des guerres que tout le monde perd. Vous devez mener des guerres que tout le monde perd. Vous devez combattre et mener une sorte de politique de confinement régulière et lente
qui ne rapportent pas les bénéfices que vous souhaitez. Mais en même temps, l'alternative à cela signifie que le monde multipolaire et ses dirigeants peuvent s'élever et accélérer leur ascension à un degré encore plus grand. C'est donc vraiment une situation où les États-Unis se retrouvent vraiment acculés, vraiment par leur propre faute. Mais il y a des moments où les gens décrivent ce phénomène comme les États-Unis se tirant une balle dans le pied, n'est-ce pas? Ressorcher le monde et isoler les États-Unis, tout dirigeant vers un monde multipolaire. In isolating the United States and moving toward a multipolar world. But truly, this was always going to be the path. Mais vraiment, cela a toujours été le chemin. Il n'y a pas... J'essaie d'exprimer qu'il n'y a pas... Eh bien, cela pourrait être fait d'une autre manière. Non, non. Dans le cadre actuel, il n'y a pas d'autre moyen. Ils nous le disent. Ils nous le disent. Ils ont dit après la chute de l'Union soviétique, il n'y a pas d'alternative. Ils l'ont appelé TINA. Ils ont même créé un petit acronyme amusant pour cela. Francis Fukuyama a dit que c'est la fin de l'histoire. Il n'y a pas d'autre moyen. Tout le monde va se conformer. Et si vous ne le faites pas, eh bien vous allez finir comme les pays X, Y et Z, qui vous savez après 91 se sont retrouvés démantelés, décapités, Yougoslavie, Irak. Nous pouvons continuer encore et encore, Libye et plus tard Ukraine. Vous savez, nous pouvons continuer encore et encore. Mais le point ici est que la trajectoire globale de l'Empire américain se dirige vers la Troisième Guerre mondiale. Il y a donc effectivement une forte probabilité, car sa stratégie globale pour maintenir sa domination nous y conduit inévitablement. La rapidité avec laquelle nous y parvenons est une question, car il y a beaucoup de... Je ne connais pas ces personnes, mais je peux le dire par la façon dont elles en parlent. Si vous lisez le Financial Times ou des choses comme ça, elles sont effrayées par un champignon nucléaire s'enflammant quelque part dans le monde, possiblement avec les États-Unis étant ceux qui l'utilisent en premier, parce que les États-Unis sont les plus susceptibles de le faire. Et cela menant à un effet de cascade, où l'économie mondiale entière est réduite en miettes. Et devinez quoi? La capacité de vivre sur la planète l'est aussi, pour les êtres humains. Il y a des gens qui ont peur de cela. Ils n'ont pas tendance à influencer beaucoup la politique, cependant, parce qu'ils profitent encore et veulent tirer profit de la politique générale des États-Unis. Ils ne croient pas non plus que la paix soit rentable. Alors ce qu'ils font, c'est qu'ils restent les bras croisés et disent « Eh d'accord, ça va, c'est pas comme si nous voyions quelqu'un comme Bill Gates ou l'un de ces gens être comme « Oh oui, peut-être que nous devons... » Même Elon Musk, n'est-ce pas, a d'énormes investissements en Chine, bien que sa Tesla soit... Je suis allé en Chine plusieurs fois. Il est assez clair que sa Tesla est bien en retard par rapport aux autres concurrents chinois de véhicules électriques. Mais en même temps, on pourrait penser, « Hey Elon, tu devrais probablement être plus un défenseur de la paix avec la Chine. » Il ne l'est pas. Il est trop concentré sur Israël. Il adore ce qu'Israël fait. Il est plus préoccupé par votre position sur Gaza et ce que vous dites sur X que par ses investissements en Chine. C'est pourquoi les secteurs les plus bruyants et les plus influents de la politique étrangère américaine tendent à être les hommes d'affaires et bien sûr les fonctionnaires qu'ils embauchent qui sont les plus agressifs. Donc ce que nous vivons vraiment, c'est un exercice d'équilibre. Des personnes en qui nous ne devrions pas avoir confiance ou à qui nous ne devrions pas permettre d'avoir ce pouvoir, c'est ce qu'elles font. Elles pèsent le pour et le contre pour savoir si une guerre mondiale vaut la peine. Elles titillent constamment la Russie pour voir et à quel point pouvons-nous nous rapprocher d'une guerre nucléaire sans réellement l'allumer. Parce que, et peut-être qu'il y a autre chose que nous pouvons faire, parce que l'Ukraine, c'est fini. Nous ne pouvons plus rien y faire. Il n'y aura pas de changement là-bas. Mais nous devons éventuellement faire autre chose. Alors jusqu'à quel point pouvons-nous provoquer la Russie pour voir si elle nous permettra de faire cela? Et ils font la même chose avec la Chine.
Ils le font avec l'Iran. Ils se demandent jusqu'où ils peuvent aller avant qu'il n'y ait un véritable conflit cataclysmique entre grandes puissances qui pourraient très bien soit devenir nucléaires, soit mener à comme dans le cas de l'Iran par exemple, un conflit si destructeur que oui, vous pourriez voir Israël sortir ces armes nucléaires secrètes dont nous parlons, parce qu'ils ne peuvent tout simplement pas gérer ce qui leur arrive. Je pense donc qu'en termes de Troisième Guerre mondiale, nous sommes dans une position où il est logique de croire que oui, peut-être qu'elle est à des années de distance. Peut-être qu'elle ne se produira pas demain ou en 2025. Mais je pense qu'il y a des raisons d'être très préoccupé par le fait qu'elle se produira de notre vivant et du vivant de nombreuses personnes si cette trajectoire que les États-Unis suivent continue. Je pense que cela doit être très bien compris par tout le monde. Et je pense qu'il y a une compréhension croissante de cela dans le monde entier. Malheureusement, dans l'Occident collectif, et aux États-Unis en particulier, cette compréhension n'est probablement pas là où elle devrait être. J'espère vraiment que nous pourrons contribuer à la compréhension de la nécessité de la désescalade et d'une politique sensée. Danny Haiphong, les gens devraient vous trouver principalement sur votre chaîne YouTube, n'est-ce pas? Sous votre nom, Danny Haiphong. Y a-t-il d'autres endroits où trouver votre travail? Bien sûr. Si vous voulez me suivre, vous pouvez le faire sur Telegram par exemple. t.me/Danny Haiphong X. Je suis aussi simplement Danny Haiphong, donc je suis assez facile à trouver là-bas aussi. Sur Rumble, vous pouvez me trouver sous Danny Haiphong au cas où YouTube nous retirerait, vous et moi. Nous avons cette alternative. Et puis si vous voulez soutenir mon travail financièrement, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube et trouver la page d'adhésion. Vous pouvez également aller dans la description de n'importe laquelle de mes vidéos et trouver des choses comme un Patreon ou Substack où je fais des adhésions payantes. Donc si vous voulez soutenir mon travail, ce sont les meilleurs endroits pour le faire. Mais oui, c'était génial. Merci beaucoup pour cette conversation. Merci Danny pour toutes ces réflexions et nous en reparlerons. Merci. Merci. Thank you. Si vous appréciez Lasny Traduction, veuillez envisager de nous soutenir sur Patreon. Le lien est dans la description. Merci beaucoup.